Ça dépend de quel point de vue on se place. Du point de vue du contribuable, chez lui, qui fait sa déclaration, qui regarde ses revenus, oui. Je réponds oui, parce que techniquement, le montant d'impôt qu'il va payer, l'outil qui permet de calculer cet impôt qu'il doit payer sur ses revenus de source française, c'est le même qu'avant. Il y aura 3-4 aménagements qui étaient déjà des acquis précédents sur certains revenus, notamment des déductions de charges possibles. Ça reste acquis, mais techniquement, le montant d'impôt, c'est le même. Là où c'est différent, c'est du côté de l'administration fiscale qui avait besoin de clarifier certains points et qui ne pouvait pas, en l'état du droit, introduire la notion de prélèvement à la source. Ça ne lui était pas possible. Donc elle avait besoin d'amendements qui sont ultra techniques, que je mets au défi quiconque de bien comprendre d'ailleurs, qui lui permet aujourd'hui d'ajouter cette notion de prélèvement à la source qui a été introduite en métropole l'année dernière et l'appliquer aux revenus des non-résidents. Mais pour nous, contribuables non-résidents, ça ne change rien en effet. Fiscalité au sens large, effectivement, le dossier n'est pas clos, il reste des points. La fiscalité au sens des seuls revenus d'activité, le dossier pour le moment est clos. Donc ce qui reste ouvert, et c'est la particularité de cette fiscalité infiniment complexe, c'est ce qu'on appelle les prélèvements sociaux sur les revenus du patrimoine. Là, effectivement, le dossier n'est pas clos. Il est clos, et j'en suis heureuse pour eux, pour les contribuables qui sont dans l'espace économique européen. Mais malheureusement, pour ceux qui n'y sont pas, ce dossier n'est pas clos, puisqu'aujourd'hui, nous avons donc une discrimination entre ceux qui habitent hors de l'Union européenne, de l'espace économique européen, et ceux qui y habitent. Donc, selon l'endroit où vous habitez, vous n'avez pas le même montant de prélèvements sociaux à payer. C'est profondément injuste et ça reste profondément injuste jusqu'à ce que ceci soit levé. Mais pour moi, cette différence de traitement est inacceptable. D'ailleurs, elle est d'autant plus inacceptable que l'État sait parfaitement qu'il se trompe, puisque dans les années 2000, de 2012 à 2015, il y existait une différence de taux d'imposition sur l'impôt sur les plus-values immobilières selon l'endroit où vous habitiez. En Europe, vous étiez imposé à 19%, hors Europe, vous étiez imposé à 33%. Que s'est-il passé? Il y a eu un pourvoi devant le Conseil constitutionnel qui a statué en disant à Bercy, non, 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 discrimination, la Constitution ne vous y autorise pas, vous devez aligner tout le monde. Et sans qu'on ait, enfin, moi en tant que contribuable non résident, je n'ai rien eu à faire, il a fallu que le fisc non seulement mette tout le monde sur le même taux à 19%, mais en plus rembourse ceux qui avaient été indûment prélevés à 33%. Donc il y a un précédent, et c'est sur ce précédent qu'il faut travailler. Simplement, je trouve personnellement que l'État français, en l'occurrence la citadelle Bercy, s'abrite derrière le fait que les contribuables concernés sont finalement peu nombreux et ils sont chacun un par un tout seuls. Si on avait la possibilité, je leur ai dit souvent à tous ces contribuables qui m'ont sollicité, si vous aviez la possibilité de vous mobiliser, de vous réunir, de faire une class action, de faire un dépôt de plainte en groupe, vous auriez beaucoup plus de chances d'aboutir. Mais là, y a pas, c'est une question de droit. C'est pas une question de politique, là. On n'est pas dans de la politique, on est dans du droit. On est dans du droit. Il y a discrimination entre deux types de contribuables selon l'endroit où ils habitent. La Constitution ne nous le permet pas. C'est désolant, j'en suis vraiment désolée. Ça fait 3 ans que moi je travaille là-dessus pour essayer de faire comprendre que ceux qui ont quitté notre territoire ne sont pas des gens qui le quittent les poches pleines ou qui sont partis pour faire fortune ailleurs. C'est faux. Il y a des milliers de façons, de raisons de partir à l'étranger. Et si quelques-uns, et effectivement, hélas, nous font une ombre désagréable, partent effectivement pour échapper peut-être à une imposition qui juge trop élevée, à des prélèvements trop élevés, ou mettent leur denier à l'abri quelque part. Et hélas, on a quelques figures de proue qui nous font encore une fois beaucoup d'ombre, mais c'est quelques-uns, c'est une poignée, c'est rien du tout. L'immense majorité des Français qui habitent à l'étranger ne sont absolument pas dans ce cas-là. Et je suis désolée que Bercy reste sur cette image. C'est consternant avec le travail qu'on essaye de faire. Et puis franchement, quand on regarde le travail que fait de près le Quai d'Orsay, nos consulats, pour venir en aide à des Français en difficulté, qui sont eux déjà, rien que cela, beaucoup plus nombreux que ceux qui sont partis les poches pleines, c'est vraiment consternant qu'ils continuent à avoir cette image-là. Très bonne remarque, très bonne question. Vous vous rendez compte que finalement, dans l'opposition, on ne peut pas tout. D'ailleurs, c'est vrai pour nous, comme c'est vrai pour mes collègues qui sont en métropole. Hein, moi, j'ai des tas de collègues qui défendent des dossiers et qui n'y parviennent pas. Vous savez, ce que j'ai appris en 3 ans, c'est que lorsque vous êtes parlementaire, vous passez votre temps à perdre des arbitrages, y compris dans la majorité.
y compris dans la majorité. J'insiste, c'est vraiment très important. Il faut avoir beaucoup d'humilité, accepter et toujours remettre le tapis sur l'ouvrage. C'est-à-dire qu'il ne faut pas se décourager. Les raisons pour lesquelles nous perdons si souvent des arbitrages, elles sont très profondes, elles sont quelque part structurelles, parce que l'État français fonctionne d'une part avec des ministres qui font des arbitrages, mais derrière, ils sont épaulés par une administration. Je ne veux pas tout mettre sur le dos de l'administration, mais quand même, ce sont quand même des gens d'abord hyper compétents, ça, on ne peut pas le leur enlever, très experts dans leur domaine, qui ont, si je prends l'exemple des prélèvements sociaux sur les prélèvements sur les revenus immobiliers, ce sont les mêmes fonctionnaires, parfois les mêmes conseillers du ministre, qui ont mis en œuvre la réforme de M. Hollande en 2012, qui a introduit ces prélèvements sociaux, qui sont toujours là, qui sont toujours aux commandes, qui ont leur raisonnement, leur référentiel, leur logiciel, dont ils ne sortent pas. Et parfois, on s'aperçoit que l'arbitrage politique, la volonté politique, peut ne pas suffire. On le voit bien, on a parfois des ministres qui sont convaincus, mais qui ne parviennent pas à convaincre leur administration. Puis vous savez, un ministre doit arbitrer sur quantité de dossiers, je viens de l'évoquer avec mes collègues de métropole, le ministre lui-même ne peut pas gagner sur tout. Donc gagner, l'expression est excessive, mais convaincre en tout cas son administration sur tout. Puis l'administration a peut-être sur certains dossiers pas toujours tort. Là, les prélèvements sociaux, je considère qu'elle a tort, mais elle n'a pas toujours tort. Donc tout ça est un équilibre à trouver. Et puis s'agissant de revenus, de finances publiques, de budget de l'État derrière, il y a quand même un budget à tenir. Donc oui, parfois il faut accepter de perdre une recette quelque part, mais d'en gagner une ailleurs. Donc tout ça fait des équilibres budgétaires qui ne peuvent pas, et à l'évidence, satisfaire tout le monde. Sinon, alors l'État aurait les poches largement vides, et beaucoup plus qu'aujourd'hui. Alors, pour les Français à l'étranger, vraiment, d'abord, on est revenu là, enfin, sur un secrétariat d'État plein et entier, avec un périmètre clairement dédié aux Français à l'étranger. Enfin, ça, c'est une très bonne chose. C'est, pour moi, il n'y a pas, le combat n'est pas euh, marqué dans le temps. C'est-à-dire que c'est le prolongement de la précédente question. Tout doit continuer. Moi, ce que je veux, c'est que les Français à l'étranger soient vus vraiment enfin comme une valeur ajoutée. Mais franchement, est-ce qu'on y pense? Tous ces Français à l'étranger, mais que portent-ils? Ils portent la marque France. Alors souvent les ministres disent quand ils passent, ou le président, vous êtes les ambassadeurs. Ce n'est pas le sujet, on n'est pas des ambassadeurs. Nous sommes constamment présents et nous apportons, nous faisons vibrer, nous faisons vivre ce mot France. Et ça, c'est un combat que je mène, même avant, avant d'être élu, je le faisais déjà, je continue à le porter. Je veux que ces Français à l'étranger, on les utilise beaucoup plus, que nos postes diplomatiques cessent de passer par un petit cénacle de happy few qui tourne autour du consul, de l'ambassadeur, et puis tous les autres, on les oublie complètement. C'est pas acceptable. Moi, ce matin, j'étais en réunion avec une vingtaine de directeurs d'alliances françaises de ma circonscription. Ce sont des gens extraordinaires, et qui en ce moment vivent des moments très difficiles. Alors oui, certains font partie du cercle de nos postes diplomatiques, mais ce sont l'exemple, l'incarnation pour moi de personnes qui représentent la marque France et qui sont insuffisamment utilisées comme telles. Notre président, notre Premier ministre, quand il se déplace à l'étranger, je voudrais qu'il puisse aller voir ces Français que je dis être sous les radars, qu'on voit moins, qui sont moins visibles. Mais bon sang, qu'est-ce qu'ils font du bien à la marque France? Si on a envie, moi ce que je veux, vous voyez mon combat, il ne cessera jamais. Je veux que dans 10 ans, 20 ans, 30 ans, la France ait toujours autant de poids sur la scène internationale qu'elle en a eu depuis toujours. Et bien ça, c'est pas gagné. C'est pas gagné du tout. Et ça se travaille dès maintenant. Ça, c'est mon combat. Et ça passe par qui? Et bien ça passe par tout ce que nous sommes à l'étranger qui contribuons à cette marque France. Alors oui, il faut aussi nous respecter, il faut nous écouter, il faut nous entendre, il faut arrêter de nous voir, et ça j'y tenais aussi, nous ne sommes pas des syndicalistes qui revendiquons des privilèges et qui nous considérons être maltraités. Nous ne sommes pas maltraités, mais nous devons clairement et de manière affichée être beaucoup mieux traités. Et traiter, ça veut dire aussi aller nous voir quand on se déplace.